Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrestran alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous faire la présentation du jeu Ankh de Cool Mini or Not. Allez, go 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 les crocodiles. Alors, Ankh, c'est quoi? C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, un jeu qui a été édité par Cool Mini or Not et un jeu de monsieur Eric Lang avec des superbes illustrations de Adrian Smith. Donc je disais, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, c'est un jeu d'affrontement, de prise de territoire, et nous allons voir un peu ensemble les figurines, et puis on va papoter un peu du jeu, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Donc en fait, ce jeu a été proposé sur la plateforme Kickstarter, et puis surtout, ce qui a été incroyable, c'est que pour une fois, Cool Mini or Not a proposé le jeu en français. Donc c'était l'occasion ou jamais de sauter dessus pour avoir ce jeu en français. Donc là il y a tout le paquet avec toutes les cartes de tous les dieux. Inutile de dire que j'ai pris le all-in car je suis complètement fanat des illustrations, des figurines, du système de jeu, enfin de la totale. Et super plateau néoprène aussi qu'on voit en dessous. Le livre de règles qui est là avec le livret de scénario. On va revenir dessus un peu en détail, enfin on va revenir dessus. Petit plateau de jeu. Il y en a un autre que voici. Là on a un gros plateau de jeu. Alors je vais pousser la boîte et je vais faire un petit zoom. Enfin, je vais me reculer, vous allez voir le tapis néoprène. En fait, voilà, ça vous donne une idée de la taille du plateau de jeu. Et ce qui est bien sur ce tapis néoprène, c'est qu'il y a l'intégralité de tous les petits plateaux qui va avec. Donc en fait, ça nous permet de gagner en plus du temps par rapport à la mise en place. Donc, on va voir ensemble ce qu'il y a de beau sur les figurines de Ankh. Et croyez-moi, elles sont jolies. Donc là, sur cette vidéo, je vous fais la vidéo de présentation de la boîte de base. Et peut-être plus tard, je ferai une vidéo sur tout ce qui était add-on, stretch goal et autres. Sûrement que je le ferai. Là, il y a un petit paquet de cartes avec tout ce qui est les formes fusionnées des dieux. Là, hop, des petits tokens. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et là, on avait... Donc, du coup, dans le jeu, ce plateau-là, on l'a en souple, alors que dans la version Kickstarter, on l'a en plateau beaucoup plus épais. Et en plus, bah, si vous prenez le plateau néoprène, bah, c'était encore mieux, parce que franchement, il est vraiment sympathique, le plateau néoprène. Voilà, et ça, c'est les petits pions. Je vais vous sortir les petits pions. Voilà ce que ça donne. Les petits pions en couleur. Voilà. Alors c'est pareil, quand on les prend en stretch goal, du coup on les a en figurine, c'est vrai que ça claque beaucoup plus, c'est vachement plus joli. Par contre l'inconvénient, il faut les peindre pour que ce soit intéressant, parce que si vous les peignez pas, du coup ça va être un peu monocolore, et du coup je trouve que les tokens cartonnés vont avoir beaucoup plus la classe. Alors, on va voir maintenant un petit peu les figurines. Alors vous voyez, déjà il y avait des petits paquets de cartes, on va revenir dessus après sur les paquets de cartes et on va voir les figurines ensemble. Donc hop, en fait chaque faction a un dieu qui lui correspond et ses figurines. Donc, voilà, on va dire un peu ses serviteurs, ses guerriers, en fait c'est ses guerriers qui l'accompagnent, et donc chaque faction a les figurines qui vont avec. Vraiment sympa,
très très belle. Il y a vraiment, en termes de sculpture, c'est complètement dingue. On a en plus, on a la chance d'avoir énormément de sculpteurs français qui ont travaillé dessus à la traditionnelle. Donc je trouve que le travail à traditionnel ajoute une petite touche par rapport au travail de sculpture 3D, bien qu'il y a des sculptures 3D qui sont complètement fantastiques. Puis en plus, comme on peut voir, il n'y a quasiment pas de ligne de moulage. Donc on pourrait très bien attaquer le travail de peinture dessus. Par contre, les figurines, comme vous pouvez le voir, ont des détails de dingue. Donc ça va demander vachement de travail en termes de peinture, quoi. Même si on fait de la peinture rapide, ça va demander du taf. Alors, et là, waouh, il y a de la belle boîte là, regardez ça. Ça c'est joli. C'est beau. Avec les petites momies. Super sympa. Ultra bien réalisé. Je kiffe. Des petits rats. Pareil. Ils sont excellents. Ils sont vraiment très très beaux. Je trouve que, donc, comme le thème, hein, on n'en a pas parlé, mais il s'agit de l'Égypte ancienne, mais version un peu fantastique, hein, comme il y a eu Resin Sun auparavant, qui était un peu dans ce délire-là, mais japonais. Donc là, on va dire que c'est plus ou moins une trilogie. Il y a eu le premier jeu avec Blood Rage, qui était le côté viking. Il y a eu le deuxième Rising Sun et le troisième Ankh. Chaque jeu a une mécanique qui ressemble et qui ne ressemble pas à la fois, qui lui est propre, mais il y a des petits clins d'œil en fait. Et je trouve, alors Blood Rage j'ai pas joué, mais par contre je trouve que Ankh est encore d'un niveau supérieur à Rising Sun. Enfin il est supérieur pour ce qui est des parties à 2 joueurs. Je trouve que voilà, Rising Sun, il faut être au moins 3 joueurs pour y jouer, alors que Ankh tourne très très bien à 2 joueurs. Et je trouve ça... Donc même pour un jeu à 2 joueurs, il est vraiment excellent. Donc on va parler un petit peu des règles ensemble, on va voir un peu ce que ça raconte vite fait, hein, mais ça va vous donner une idée du jeu. Surtout que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop, ou même peut-être pas du tout, je sais pas, dites-moi si vous en avez vu d'autres, des vidéos d'explication de règles sur Ankh en français. Donc, voilà, vous voyez, les dieux sont complètement tarés. Les figurines sont super grandes, hein, regardez, par rapport à la taille de ma main. Et elles sont magnifiques. C'est un truc de dingue. Les figurines de dieux sont super belles. Voilà. En termes de peinture, il y a un travail de dingue. Je ne sais pas quand je vais attaquer ça, si même je vais attaquer ça un jour. Hein, on a tellement de boîtes de retard, tellement de figurines à peindre. Vous savez ce que c'est. Mais celui-là donne vraiment envie. J'aimerais bien même par-dessus la map néoprène me faire un plateau 3D avec évidemment peindre tous les tokens, tout ça. Enfin, cette figurine est dingue, c'est une sculpture de Rémi Tremblay et elle est complètement tarée. Je l'adore. Donc voilà, ça c'était la présentation des figurines. Maintenant, je vais revenir sur le petit livret de règles. On va regarder un peu le livret de règles, ce qu'il raconte de bon. Voilà. Donc, en gros, chaque joueur va choisir un dieu qui lui est propre, avec les guerriers qui lui sont propres. On va sélectionner ici, on va les poser là, hop, on voit des gardiens, donc ça dépend du nombre de joueurs, s'il y en aura un ou plusieurs par choix de gardiens, et donc on va choisir 3 types de gardiens différents, on va les placer là. Donc ça va se passer comme ça. Là, il nous faut une présentation aussi du matériel qu'il y a dedans, des pions, des cartes. Là, il nous parle du plateau. Là, il nous présente le plateau de jeu, comment il est représenté. Alors c'est vrai que
le plateau de jeu, il y a pas mal de gens qui ont trouvé que il n'était pas super beau. Alors c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je veux faire quelque chose en 3D. Je sais pas. Il lui manque un petit quelque chose pour. Alors après, il va parfaitement à l'univers, il va parfaitement à ce que raconte le jeu. Mais bon, peut-être on peut faire quelque chose de plus sympathique à voir. Donc ils vont là sur ce plan, ils nous expliquent qu'en fait chaque hexagone représente une case, qu'une figurine ne peut être que sur un hexagone. Ils nous disent que les figurines peuvent être adjacentes aux hexagones, mais on ne peut pas contenir plusieurs figurines dans un hexagone. Que, évidemment, là, ce qu'on voit, ça représente des frontières. Et il y a, là, c'est des zones d'eau, voilà, qui vont séparer aussi les frontières. Nous avons des étendues de verdure, des étendues de désert et des étendues d'eau qui vont avoir une certaine importance dans le jeu. Donc là, on nous présente les figurines, on nous présente les monuments, voilà, qui vont être représentés par des tokens comme ça et qui en fait, dans les stretch goals, sont des vraies figurines. Donc c'est vrai que ça claque vachement plus. Et là, nous allons avoir un plateau, voilà, qu'on retrouve ici sur la map néoprène. Comme je disais, ça vous fait gagner du temps au niveau de la mise en place. Et qui vont nous dire en fait les actions qui vont être possibles de réaliser et aussi où va se placer le compteur selon le nombre de joueurs. S'il y a 5 joueurs, on va se placer là, 4 joueurs ici, 3 joueurs ici, 2 joueurs ici. Et donc forcément 2 joueurs, on va poser tous les tokens sur la ligne de 2 joueurs. Voilà. Et là, nous avons la piste d'évolution de la partie qui va le déclenchement des événements. Donc on va revenir un peu dessus. Là, nous avons la présentation du plateau des pouvoirs. Donc je vais voir si je retrouve ce petit plateau avec les pouvoirs. Alors je le retrouve ou je le retrouve pas? Le voilà. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, chaque dieu va avoir un pouvoir qui lui est propre. Voilà, par rapport à la partie. Et après, en même temps, il va y avoir des pouvoirs à débloquer en cours de partie. Et ce qui est bien, c'est que tous les pouvoirs qui sont là sont identiques à tous les dieux. Donc, on voit son adversaire en face, on voit où il a mis les pions. Et du coup, on sait à quoi correspond le pouvoir. Parce qu'on a le même plateau, c'est facile de se référencer à ça. Je trouve ça déjà, ce système, bien pratique. Donc là, on nous explique en fait tout simplement que sur chaque niveau, on va pouvoir débloquer 2 pouvoirs. Pour pouvoir payer ces pouvoirs, il va falloir sacrifier des fidèles. Donc là, par exemple, pour déclencher le pouvoir numéro 1, il va falloir déclencher un fidèle et on va choisir un pouvoir qui est là. Si on sacrifie un autre fidèle plus tard et qu'on joue le pouvoir, on va pouvoir du coup, hop, récupérer un gardien, on l'invoquera plus tard. Et après, on pourra passer à la deuxième zone de pouvoir où là, il faudra payer 2 et là où il faudra payer 3. Donc voilà, c'est comme ça que marchent les pouvoirs. Là, nous avons la piste des dévotions, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va marquer des points de victoire, on va faire avancer la piste de dévotion. Et évidemment, le joueur qui, à la fin de la partie, en aura le plus, va gagner la partie. Et nous avons les cartes de bataille. On va revenir après dessus à quoi correspondent les cartes de bataille. Donc en fait, là, on voit la mise en place. Donc on met le plateau de jeu. Par rapport au scénario, il va y avoir un emplacement qui va être fixe sur vos figurines. Chacun va avoir son plateau de jeu, ses petits pions et sa réserve de guerriers. Et on va placer aussi les gardiens sur les cases qui leur correspondent. Évidemment, on peut choisir les gardiens ou on peut les choisir aléatoirement. Tous les gardiens, alors je vais vous montrer, tiens, voilà, les cartes de gardiens. Voilà.
Les illustrations sont complètement dingues. Et donc, chaque gardien va avoir un propre pouvoir. Et donc, en débloquant des pouvoirs de Hank, nous allons pouvoir récupérer dans notre pool de figurines à invoquer des gardiens. Voilà. Alors, un joueur il va gagner la partie quand il va arriver en haut de la piste de dévotion. Ça, on est venu dessus. Et donc voilà. Donc les actions. Chaque joueur va avoir cette petite carte qui est là, qui va expliquer les actions qui sont possibles. Donc, nous allons en fait, chaque tour, un joueur va disposer de 2 actions. Et donc, il va sélectionner là, sur ce plateau, il va avancer le curseur de l'action qu'il choisit. Et il devra choisir une action qui sera forcément en dessous. Donc, si je choisis l'invocation recruter des fidèles, forcément, la deuxième action que je vais faire va être déverrouiller un pouvoir de Hank. Je ne pourrai pas utiliser une des actions qui est au-dessus. Par contre, je peux utiliser la première action pour déplacer des figurines et la dernière action, pouvoir de Hank si je le veux. Mais toujours dans ce sens-là, on voit le sens de la flèche qui est ici. On a 2 actions, on peut, si on le désire, en faire qu'une. Par contre, la deuxième action, on devra quand même choisir un des pions qu'on avancera d'une case. Quand on arrive au bout de la ligne, on déclenche un événement qui est ici. Et donc, je vous raconterai après ce que signifient ces événements, ce que nous permet de faire ces événements. Donc, dans les actions, on peut déplacer chacune de nos figurines de 3 cases au maximum. Elles peuvent traverser n'importe quelle case, mais doivent s'arrêter dans une case vide. Invoquer une figurine. Placez une figurine de votre réserve sur le plateau, adjacente à une autre de vos figurines ou un monument que vous contrôlez. Donc, vous allez avoir des monuments sur le plateau que vous contrôlez et vous allez pouvoir placer donc une figurine due à cette invocation adjacent à ce monument ou votre figurine. Les figurines que vous avez, c'est les figurines de guerriers qui sont ici, qu'on a vu au début, qui sont dans votre pool. Et donc vous allez pouvoir invoquer une de ces figurines. Et si vous aviez récupéré des gardiens avant, vous allez pouvoir invoquer un gardien à la place d'une de ces figurines, donc une figurine au choix. Recruter des fidèles. Donc, les fidèles, ça vous permet de gagner des fidèles. Ces fidèles vous permettent de payer les pouvoirs de Hank que nous avons vus tout à l'heure. Donc, pour payer un pouvoir de Hank, il faut sacrifier des fidèles. Et il peut arriver dans la partie qui est d'autres actions où on vous demandera de sacrifier des fidèles. Donc voilà, il est important aussi d'avoir des fidèles. Et comme on vous dit, pour chaque monument que vous contrôlez ou neutre, vous avez adjacente à une de vos figurines, vous recrutez un fidèle. Et à la fin, la dernière ligne, celle-ci, celle qu'on a vue tout à l'heure, déverrouiller un pouvoir de Hank, sacrifier le nombre de fidèles indiqués sur le plateau de votre Hank, le plus à gauche de votre fiche, déplacer cette Hank pour déverrouiller un pouvoir au choix de ce niveau. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est les actions qui sont possibles de réaliser. Donc là, il vous décrit le type de déplacement que vous avez le droit de faire. Vous pouvez traverser les figurines, les étendues d'eau, les monuments, tout ce que vous voulez, mais évidemment, vous devez vous arrêter sur une case vide, car les figurines, une case ne peut contenir qu'une seule figurine. Là, il vous fait un schéma, donc un exemple d'invocation de figurines, les emplacements qui sont possibles à réaliser. Et là, aussi, pareil, un schéma sur le recrutement des fidèles. Vous voyez, c'est super bien expliqué et les règles sont très très simples. Là, la même chose, il vous fait la description des pouvoirs de Hank, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, il vous explique ce que je vous ai expliqué à l'instant. Le mouvement, ce que ça va faire et ce qui va vous permettre, le mouvement du pion pour activer les actions que vous désirez. Et à la fin, si vous arrivez au bout, le déclenchement de l'événement. Donc je prends mon petit plateau, hop, là on voit le plateau événement. Et donc,
Ici, cet événement-là, alors attends, je crois que un peu plus long, voilà, il l'explique ici. Donc effectivement, il explique, il va y avoir le contrôle de monument. Donc tout simplement, si vous tombez sur cette case-là, donc quand vous arrivez au bout, hein, vous arrivez au bout, ça déclenche un événement, hop, vous avancez votre pion à fur et à mesure que les événements sont déclenchés. Vous arrivez sur une pyramide, ça vous dit que vous prenez le contrôle d'un monument. Si vous arrivez ici, là, cette fois, vous déclenchez une guerre. On va venir voir en détail tout à l'heure ce qu'est une guerre. Et donc, vous prenez le pion qui va être là, qui va vous donner un certain avantage. Ici, les dromadaires. Alors, les dromadaires. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré tout à l'heure les figurines de dromadaires. Alors, regardez, ils sont là. Je vais en sortir quelques-uns. Et on a plusieurs différents. Voilà. Les figurines sont bien marrantes. Il y a des figurines différentes qui ont des looks. Voilà, des sculptures un petit peu différentes selon les dromadaires. Et en fait, ces figurines, vous allez en prendre 6 quand vous allez déclencher cet événement. Et vous allez pouvoir les placer où vous voulez sur votre map afin de créer une nouvelle frontière. Voilà. On vous demandera juste qu'il y ait au moins une zone de 6 cases minimum de chaque côté entre les deux zones que vous allez créer. Et en plus, donc, vous allez créer une nouvelle zone. Vous allez mettre un pion de zone, voilà, parce que chaque zone est numérotée. Et vous allez pouvoir intervertir un pion d'une zone à une autre, il me semble, pour changer l'ordre du numéro des zones, et ce qui a toute son importance après, quand vous allez déclencher des batailles. Et voilà, comme on peut le voir, nous arrivons sur le conflit. Le joueur qui a déclenché le conflit va prendre ce pion, et là, à partir de là, nous allons arriver sur les étapes de bataille. Alors, du coup, il va y avoir des conflits, des guerres sur les régions où il va y avoir des figurines d'au moins 2 joueurs différents. Les zones, évidemment, où le joueur est seul, il n'y a pas de guerre. Donc, les joueurs, donc c'est très simple, hein, grâce à cette carte de récap, nous allons suivre les étapes les unes après les autres. Les choix et révélation des cartes. Les joueurs choisissent puis révèlent simultanément une carte de bataille. Donc, les cartes de bataille, c'est quoi? Hop, je vais chercher mes petites cartes de bataille. Vous êtes où? Alors, qui sont un peu mélangées. Voilà. Est-ce que j'en ai 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Chaque dieu va avoir les cartes de bataille à son effigie. Et voilà, je vais vous présenter les cartes de bataille. Il y en a 7. Ce qui est bien, c'est que chaque dieu a exactement les mêmes cartes. Je trouve ce qui est super sympa, c'est que à part le pouvoir des dieux qui est propre à chaque dieu, tout le reste, c'est les mêmes cartes, les mêmes pouvoirs. Donc, on s'y retrouve facilement. Et les cartes de gardien sont posées sur le plateau, donc on peut les consulter à tout moment pour voir les pouvoirs qu'ils ont. Donc là, vous allez voir en fait que chacune des cartes va avoir une capacité et un pouvoir, enfin une capacité différente. Voilà, donc voilà. On va voir si après on revient en détail sur certaines cartes. Donc chaque joueur, dans un premier temps, va face cachée choisir une carte. Nous allons révéler les cartes. Une fois que nous avons révélé les cartes, s'il y a une carte, comme on peut voir la construction de monument dans l'ordre inverse de dévotion, ce qui veut dire que le joueur qui a le moins de points d'expérience de dévotion va commencer la construction de son monument en premier. Donc la carte monument, c'est tout simple, c'est si un joueur avait joué cette carte-là. Donc ils disent qu'il faut sacrifier 3 fidèles, et là tu peux construire des monuments. Donc on jouerait cette carte. Si on a joué cette carte, on la jouerait dans cet ordre-là.
Ensuite, résolution des fléaux. La résolution des fléaux, hop, c'est si un joueur a joué, hop, 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 elle est où? Voilà, fléau de sauterelle. Tous les joueurs dans la région misent simultanément les fidèles et les sacrifient. Tuez toutes les figurines dans la région, à l'exception de celle du joueur qui a sacrifié le plus de fidèles que les autres. D'où l'importance d'avoir pas mal de fidèles. Enfin, quand on va avoir beaucoup de fidèles, on va avoir tendance à vouloir jouer cette carte pour la bataille. Donc, ça peut modifier aussi le score de bataille. Une chose qui est importante, chaque figurine qui est... Alors, je crois qu'on va en revenir juste après. La majorité des monuments. Ensuite, dans l'ordre inverse de dévotion, chaque joueur reçoit un point de dévotion pour chaque type de majorité de monuments qu'il détient. Donc, nous allons regarder les monuments. N'oublions pas, on a dit qu'il y a donc les monuments, on les a vus au début. Ça va être sur la mise en place des scénarios. Il va y avoir des pyramides, des temples et d'obélisques. Donc celui qui aura le plus, par exemple, de majorité de pyramides va marquer un point. Celui qui a le plus de temples, un point. Si c'est le même joueur qui a le plus dans les trois, c'est lui qui va marquer 3 points. Donc voilà, des XP supplémentaires. Et ensuite, là pour finir, la résolution de bataille. Le joueur qui détient le total de force le plus élevé gagne la bataille. Il gagne une dévotion et tue toutes les figurines adverses. En cas d'égalité, tous les joueurs perdent. Leurs figurines sont tuées. Sauf si vous avez déclenché la bataille. Et du coup, si vous avez déclenché la bataille, vous avez ce pion. Et celui qui a ce pion peut utiliser pour une bataille ce pion pour avoir la majorité, même s'il y a eu une égalité. Donc voilà, d'où l'intérêt de déclencher la bataille. Ensuite, donc, nous avons fini là-dessus la résolution d'une bataille, en sachant que chaque figurine qui va être placée dans une région qui est en guerre va compter pour 1. Et donc, on va faire le total des figurines. Celui qui a le plus de points rapporte la bataille. Donc, c'est très simple. Mais évidemment, donc, grâce à ces cartes, ça va modifier le score, car en plus, j'avais oublié de vous le dire, en haut, il y a un petit score. Et en fait, ce petit score qui est en haut va modifier le résultat de la bataille. Voilà. Et en fait, ce qui rend super stratégique aussi ce jeu, c'est que quand on fait une bataille, donc on va jouer une carte et on va la poser après sur le côté, et tous les joueurs vont pouvoir voir les cartes que vous avez jouées. Et donc, admettons, j'ai joué toutes ces cartes, il me reste que celle-là en main, ils savent que la prochaine bataille, forcément, je vais jouer celle-là. Donc, ça va permettre aussi aux joueurs de réfléchir à leur façon de mettre en place leur tactique de jeu. Et sans oublier que chaque conflit est résolu par région sur la carte. Donc, s'il y a 3 ou 4 conflits, il va y avoir plusieurs cartes qui vont être jouées, il va falloir réfléchir à chaque région les points qu'on a, ce qu'on va miser, ce qu'on va faire. Donc il y a une réelle stratégie. Et ce qui est marrant, c'est que c'est très simple, mais il y a une très forte réflexion dans la constitution de la résolution des batailles. Et je trouve ça excellent. Alors, ensuite, donc, nous avons vu les batailles, comment ça se constituait. Et ensuite, oui, voilà, le dernier petit point. Quand dans la partie, vous allez avancer, vous voyez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et là, à ce niveau-là, on va vous dire que on va fusionner 2 dieux. Et en fait, quand vous arrivez sur cet événement, les 2 dieux les plus faibles, qui auront le moins de dévotion, vont fusionner pour faire un seul dieu. Et donc, ils vont avoir des avantages, des avantages parce qu'ils vont fusionner les avantages des 2 dieux, mais par contre ils vont avoir des inconvénients parce qu'ils ne joueront plus qu'une figurine. Et donc 2 joueurs vont jouer une seule figurine à 2 en ayant une action, chacun un tour de rôle. Voilà. Et ensuite on nous dit que quand on va continuer, et quand on va arriver ici, on va nous dire que éliminer les dieux qui sont dans le rouge. En gros, on a vu ici la piste des dévotions. Voilà. Et si par malheur,
un des dieux est encore dans le rouge, malheureusement, il sera éliminé. Et la plupart du temps, ça peut mettre fin à une partie. Parce que imaginons, dans un premier temps, on joue à 3 joueurs par exemple. Dans un premier temps, vous avez fusionné 2 dieux, donc du coup, ça fait plus que du 1 contre 1. Et à un moment, vous avez un dieu qui est là, l'autre il est là. Malheureusement, ça élimine encore un joueur et forcément, la partie va s'arrêter là. Ça, c'est pas mal parce que ça évite d'avoir des parties à rallonge excessivement longues. Mine de rien, les parties peuvent être, quand les joueurs connaissent bien le jeu, après quelques parties, le jeu peut être très rapide. Donc voilà, c'était une explication rapide de Hank. Moi je trouve que voilà, les illustrations sont dingues, les figurines sont dingues, il y a un matériel qui est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est mieux d'avoir la version Kickstarter. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que la version Kickstarter. Le point fort de ce jeu Cool Mini or Not, en plus, il est en français, bien qu'il n'y a pas grand chose à lire. Donc même si vous le récupérez en anglais, c'est pas bien gênant. Je trouve que la mécanique marche super bien parce que selon les dieux, on va avoir une façon de procéder qui va être totalement différente. Notre gestion va être différente. Et en même temps, les règles sont très simples, mais très profondes et très riches. Je trouve ce jeu vraiment excellent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye.